Ben, je vois que vous avez apprécié le film, sinon vous serez tous partis. Déjà. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Vous pouvez parler. Vous m'entendez? Nous étions dans l'exposition. C'est pour ça que nous ne sommes pas arrivés exactement à la fin du générique, parce que Roman Polanski, ce soir, est venu avec un ami, un collaborateur à lui. Je pense que vous connaissez son nom. C'est un très grand chef opérateur. Il s'appelle Pavel Edelman et c'est lui qui a fait la photographie de tous les films de Roman Polanski depuis Le Pianiste. Pavel. Merci. Et donc Roman a tenu, c'est pour ça qu'on arrive un peu essoufflé, à montrer à Pavel Edelman notre exposition du 5e étage. Roman, avant de parler du locataire avec Laurent Manoni, qui est donc le commissaire de cette exposition, je vous ai vu là pendant 20 minutes après le repas, continuer à regarder les vitrines, continuer à regarder les modèles de caméra, expliquer en anglais à votre ami Pavel qu'est-ce qui vous intéressait, lui parler de chaque machine. Mais il les connaît, les machines. Il les connaît, les machines. Mais je voudrais profiter de cette opportunité de vous encourager, si vous ne l'avez pas déjà fait, de voir cette exposition, parce que pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma et un peu à l'histoire du cinéma, c'est vraiment fabuleux, c'est stupéfiant. Et comment vous vous expliquez à vous-même, l'étudiant que vous avez été en cinéma, puis le cinéaste? On pourrait penser que vous êtes presque, je ne sais pas, blasé ou déjà connaisseur de cette technique. On ne peut pas être blasé parce que il y a une telle variété d'approches dans l'histoire du cinéma qui a maintenant un siècle. C'est fascinant parce qu'il y a parfois des approches qui ont abouti à rien, qui se sont perdus quelque part. Il y a des autres qui ont eu beaucoup de succès. Il y a celui finalement qui ont évolué jusqu'au le modèle de la machine que nous utilisons aujourd'hui. Est-ce que... Comment vous avez appréhendé ça? C'est-à-dire que pour un cinéaste de votre génération, vous avez commencé à faire des films à la fin des années 50 et au début des années 60. Est-ce que vous pensez qu'un cinéaste qui commence comme ça se sert des machines qui sont sur le marché déjà et va essayer de les utiliser? Ou est-ce que d'une certaine façon, l'artiste appelle la machine? C'est-à-dire que si on a envie d'un cinéma différent, par exemple d'un cinéma plus léger, où on peut tourner dans les rues avec moins d'éclairage, eh bien dans ce cas-là, quand il se passe quelque chose comme ça, les ingénieurs vont créer une caméra qui réponde aux désirs des cinéastes. Oui, mais vous savez, je me souviens quand j'étais à l'école de cinéma, on parlait de ce genre de sujet. Chacun avait une opinion différente. Les gens nous critiquaient souvent, on critiquait les cinéastes parce que les cinéastes avaient l'approche facile. Ils pouvaient se servir de tous les moyens qui n'étaient pas à la disposition de ceux qui rêvaient peut-être à faire le cinéma. Et moi, je disais, j'attends avec impatience le moment dans l'histoire où la caméra ne sera plus un problème, où ça serait à la disposition de n'importe qui. Et là, on verra qu'il y a très peu qui vraiment puissent faire quelque chose de valable. Parce que le crayon, le stylo étaient à la disposition pratiquement de tout le monde. Il y avait très peu des grandes œuvres de la littérature. La même chose avec les pinceaux et les couleurs. Vous voyez, maintenant, en effet, un téléphone ordinaire vous savez, un iPhone, par exemple, a une qualité stupéfiante d'image et de son. N'importe qui peut faire un film avec le téléphone. Si le film était réussi,
on critiquerait pas le côté technique, on dirait au contraire, c'est étonnant, quoi, avec un téléphone, il a réussi à faire ça. Il n'y en a pas beaucoup. On vient de voir, enfin vous venez de voir Le Locataire et visiblement ça vous a plu. C'est votre premier film français. Je sais pas. À eux. C'est votre premier film français. Le film précédent, c'était Chinatown à Hollywood. Comment vous, le cinéaste formé en Pologne, qui avait travaillé en Angleterre, puis aux États-Unis, quand vous arrivez en France pour faire Le Locataire, comment vous avez perçu non seulement la qualité des techniciens français, mais même la qualité des infrastructures? Est-ce que Hollywood vous a manqué ou est-ce que vous avez trouvé ici quelque chose d'équivalent en qualité et en compétences? Les deux, il y avait des choses ici qui étaient bien en retard par rapport à la technologie dont se servait Hollywood. Mais il y avait des inventions que Hollywood ne connaissait pas encore. Par exemple, la Luma. Je l'ai utilisée pour la première fois, justement, dans ce film. J'ai rencontré les deux gars qui m'ont présenté cet engin bizarre. Et j'ai tout de suite compris que c'est un outil fantastique. J'ai dit, je vais l'utiliser dans le film que je fais maintenant. Et on l'a utilisé. Et c'est comme ça que ça a démarré. Maintenant, Luma, vous l'avez partout, à n'importe quel match de football ou à n'importe quelle grande machine de Hollywood, vous avez ça. D'autre part, il y avait la Dolly. Vous savez ce que c'est de la Dolly, n'est-ce pas? C'est les petits... Rappelez-le. Hein? Rappelez-le. Qu'est-ce que c'est? C'est les petits véhicules sur lesquels on peut mettre la caméra avec un petit bras hydraulique qui la lève, la descend. On peut faire le travelling avec ça. Et ce dolly c'était le modèle que vous pouvez voir d'ailleurs ici à cette exposition, qui était lourd, grand, large. Large est important parce que vous ne pouvez pas passer par la porte. Vous faites un travelling dans un studio, même dans un décor, et on peut le faire seulement à l'intérieur d'une pièce parce que ça ne passait pas. Et j'étais étonné qu'on n'avait pas encore de dolly qu'on utilisait à Hollywood. Et je proposais à la production de le contacter, vite louer une de ces dolly. Ça s'appelait Crab Dolly. Il me disait, mais ça va coûter les yeux de la tête. Ça coûtait moins cher que la location de cette dolly française. Et c'est comme ça qu'on l'a fait venir par le prochain avion. Et depuis, on a oublié l'autre modèle complètement. On l'utilise tout le temps. Elle était bien sûr, elle a bien évolué, elle est moins lourde, elle est moins large, elle a le bras plus flexible, tout est mieux. Donc ça va dans deux sens. On a derrière nous une photo de vous avec votre directeur de la photographie qui était celui de Bergman, hein, qui s'appelle Sven Nykvist, et on voyait donc cette dolly sur le toit. Avant de passer la parole à Laurent Manoni, Roman, juste une question. Pourquoi, quand vous arrivez à Paris et pour faire ce film, le studio était absolument indispensable? Parce qu'il y a quelques plans du film qui sont des extérieurs, des rues de Paris, mais vous avez reconstitué un immeuble entier de 5 étages, fait construire un café rue La Bruyère, là où il n'y avait pas de café, tout ça avec le décorateur Pierre Guffroy. Pourquoi il vous fallait absolument cette recréation en studio pour faire ce film, Le Locataire? Il serait difficile de faire ce genre de plan dans un bâtiment réel. Et puis, ça semble facile d'aller n'importe où, trouver un bon endroit et puis faire un film là-dedans. Mais il y a des gens qui y habitent, il y a les chiens qui y vivent, il y a les voitures qui sont garées. Il faut négocier, il faut vider tous ces gens ou quoi. C'est très compliqué. La chose la plus simple, c'est recréer ça dans un studio et on est libre, surtout dans un film dont ce décor
était utilisé, disons, dans au moins 60% de l'histoire. Donc il y avait beaucoup de tournages, ce n'était pas juste 1 ou 2 jours. Laurent. Mais, d'abord, je voudrais vous remercier au nom de la Cinémathèque d'être le parrain de l'exposition. Et si on vous a demandé aussi de parrainer cette exposition, c'est aussi parce que vous, au fond, vous êtes l'un de ces cinéastes techniciens très fameux, très réputés, qui sont là rarement, mais qui sont très présents dans l'histoire du cinéma. Je dirais de Méliès à James Cameron, de Wells à Hitchcock. Vous faites partie de ces cinéastes qui sont effectivement capables aussi d'incarner le métier de chef opérateur, de cadreur, voire de décorateur. C'est vous qui dessinez, c'est vous qui faites énormément de choses sur un tournage. Donc vous étiez la personne idéale pour parrainer cette exposition et je vous en remercie. Pour revenir aux locataires, ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est dans ce plan à la Luma qui ouvre le générique, c'est que vous vous servez de ce nouvel outil, mais en même temps, vous l'amplifiez, vous amplifiez les effets en installant un miroir. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Oui, parce que dans un studio, vous pouvez construire quoi? 2 étages, 3 étages. Et je voulais... les immeubles de ces gens ont d'habitude de 5 à 8 étages. Je voulais vraiment sentir cette profondeur. On ne pouvait pas le faire autrement à l'époque. On n'avait pas encore des effets numériques. Toute tricherie, tout effet spécial s'est passé sur le plateau. Alors je ne sais pas si c'est ça là. Vous voyez, j'ai mis un miroir qui reflète. Là, vous ne voyez pas ce qu'il reflète parce que pour le moment, il reflète nos gueules, c'est tout. Mais si vous vous mettez à ma place ici, vous verrez qu'il reflète la façade de l'immeuble. Donc les 2 étages, ou 2 ou 3, je ne me souviens plus, qui sont au-dessus du miroir, se reflètent dans le miroir, dans la profondeur. Et ça nous crée une façade double. Il fallait juste faire les fenêtres. Les fenêtres sur cette façade ne sont pas exactement comme ce que vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas la barre, sinon la barre se reflèterait à l'envers, vous voyez. Il fallait que les fenêtres soient filmables dans 2 sens, comme ça et comme ça, puisque il s'est reflété dans le miroir. Et comme vous le savez, c'est à l'envers dans le miroir. Et d'où vient cet amour pour la technique, pour ce goût aussi, au fond, du bricolage? Je ne sais pas où ça vient, on est comme ça ou non, vous savez, où on est peut-être habité par quelque chose où, comment dirais-je, on a la passion pour quelque chose. Et puis, de l'enfant, il y en a qui aiment les poupées, il y a des autres qui aiment les pistolets, il y en a qui aiment le cinéma. Moi, j'étais dans ce groupe-là. Et puis, ça s'est développé parce que j'avais l'occasion de découvrir le projecteur, la projection, la magie de cette boîte simple avec une lumière et une lentille. Et puis, j'avais aussi la chance de travailler comme gosse dans une émission de radio et plus tard au théâtre. Et après, j'ai fait aussi l'école des beaux-arts. Donc tout ça s'est combiné dans une connaissance de ce qui m'est très utile aujourd'hui à faire mon métier. Si Roman n'était pas un cinéaste, je pense qu'il serait un scientifique, disait votre ami Gérard Braque. Et Kenneth Tynan, le scénariste de Macbeth, ajoute: quand le téléphone de sa voiture tombe en panne, il me donne une explication complète de 2 minutes sur l'utilisation de l'électronique. Merveilleux. Est-ce que, j'imagine que aussi toute cette science technique que vous avez vient aussi, alors excusez-moi, je le prononce à la française, vous nous avez appris tout à l'heure comment le prononcer en polonais, l'école de Łódź, donc Łódź. Oui, beaucoup, j'ai appris beaucoup à Łódź, à l'école de Łódź, bien sûr. Mais il y avait des étudiants de côté
qui ont fini cette école sans rien comprendre. Donc, je veux répéter encore, on est passionné de quelque chose et automatiquement on cherche, on s'intéresse à quelque chose et notre savoir de cet aspect, de ce sujet augmente. Si on est curieux, on demande, on pose des questions, on cherche. Je vois cette exposition ici. Il y en a qui ont vu l'exposition? Vous pouvez me lever la main? Bon, regardez, qu'est-ce qu'il y a ici? 5%? Peut-être 10%? Tout cassé? Ça a ouvert aujourd'hui, Roman. Les aides sont... Ça a ouvert aujourd'hui. Ah d'accord, ça a ouvert aujourd'hui. Donc, bon, moi, vous êtes excusé. Moi, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup, là. Vous êtes excusé, mais si ça intéresse quelqu'un, il va voir, il va regarder les affiches, les posters qu'il y a là-bas sont sensationnels. L'affiche de Gone with the Wind est absolument magnifique. J'aimerais bien avoir une copie comme ça chez moi. Ouais. Ça doit coûter une fortune, sans doute. Mais Roman, pour reprendre la question de Laurent, à Łódź, Lodz pour les Français, bien sûr qu'il y a des étudiants qui n'arrivaient pas au niveau technique et artistique, où vous êtes arrivé avec votre ami Skolimowski, par exemple. Mais quand même, une question se pose. On est dans la Pologne d'après-guerre, la Pologne communiste. Quel est l'enseignement? Qui a conçu et comment a été conçu cet enseignement du cinéma? Heureusement que Lénine a dit quelque part que parmi tous les arts, le plus important pour nous est le cinéma. Il a compris la puissance de cette invention, bien sûr pour les raisons politiques. Et à cause de ça, ou grâce à ça, le gouvernement, successivement le soviétique, ensuite le polonais communiste, traitait tout ce métier ou toute cette industrie d'une manière privilégiée. Et telle était l'école. À cette époque, il y avait très peu de films de l'Ouest qui venaient sur les écrans français, polonais, quelques films français, de temps en temps un film allemand ou autre, pratiquement pas de films américains. Mais à l'école, mais au ministère de la Culture, dans le bureau qui éventuellement achetait des films étrangers, ils visionnaient tout. Ils visionnaient beaucoup. Et eux, ils nous envoyaient ces copies pour pouvoir les visionner à l'école. Il y avait toujours, chaque fois qu'ils visionnaient à Varsovie un ou deux films français, américains, ils nous envoyaient la copie pour un jour, pour qu'on puisse la voir à Łódź. Vous voyez, à Łódź. Et donc, déjà, on avait la possibilité de suivre un peu ce qui s'est passé en dehors de nos frontières. Mais grâce à ça aussi, ils ont, dans cette école, on avait un bon enseignement et possibilité de faire les films. Nos courts-métrages ont commencé à la deuxième année, les petits exercices de 3 minutes. Avant ça, on nous apprenait à faire la photo avec toute la technologie. On apprenait à copier les plaques négatives de verre à l'ancienne sur le papier. Ensuite, agrandir avec des agrandisseurs le négatif que nous faisons avec les caméras, les appareils photo qui nous ont été donnés pendant la première et deuxième année. Donc, il y avait tous les moyens d'apprendre ça. On pouvait donc tourner les films à l'école. Il y avait des films obligatoires. Le premier film de court-métrage de 10 minutes devrait être un documentaire à la 3e année. Ensuite, un film de 10 minutes. Je ne me souviens plus le curriculum. Le dernier film, c'était le film de diplôme qui pouvait aller jusqu'à 20 minutes. En dehors de ça, si quelqu'un avait vraiment
l'enthousiasme de faire davantage, on pouvait. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait un festival de ce qu'on appelait le film expérimental à Bruxelles, avec l'exposition universelle. Et j'ai décidé de faire un film pour ça. Je suis allé voir un autre doyen. J'ai dit, j'ai envie de faire un film pour ce festival. Vas-y, bon, d'accord. Il m'a laissé faire les films. J'ai fait les films. Le film s'appelle Deux hommes et une armoire. Donc, c'était même pas un film demandé par les études. Et j'ai gagné les prix à ces festivals. Je vous dis ça pour vous dire qu'il y avait à côté de moi des étudiants qui ont fait la même école pendant 5 ans, parfois vachement sympas, parfois assez intelligents, qui n'ont rien foutu, qui n'ont pas fait un seul film pendant ça. Et ça, peut-être, vous donne la réponse à vos questions. Mais vous diriez que cet enseignement était plutôt copié sur Hollywood ou sur Moscou? C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que après la Révolution, quand l'industrie cinématographique commençait à se développer en Union soviétique, ils ont envoyé certaines metteurs en scène, même des grands metteurs en scène à Hollywood, pour qu'ils voient comment ça fonctionne, la machine cinéma. C'était encore, à l'époque, c'était avant je ne me souviens pas quel congrès qui a foutu tout ça en l'air, 29, Pavel, il doit savoir. Hein? C'était quel... Le congrès de la déstalinisation, Costal, c'est... Où ils ont... 21e 20e. Oui, c'est ça. À partir de ce moment, tout est devenu propagande, réalisme socialiste, qui a donné tous ces films irrégardables. Mais essentiellement, l'idée de la machine cinéma est venue de Hollywood et à Moscou, à Mosfilm, et de Mosfilm chez nous, en Pologne. Donc, quelque part, l'origine de tout ça est en Amérique. Est en Amérique, via Moscou. Laurent. Donc, dans cette école, vous tourniez en 35, ce qui était quand même uniquement en 35. Ce qui est quand même un luxe. Et donc, on a eu envie de vous remettre entre les mains une caméra. Ah là, voilà. La caméra Harry 2. Voilà. Qui est au fond. Attention. C'est ici. Voilà. Là. C'est une caméra. Ça, c'est des bons souvenirs parce que mon premier long métrage qui s'appelle Le couteau dans l'eau est fait entièrement avec ça. Une seule caméra. La plupart de ça comme ça à la main. Et ça n'a pas l'empêché d'être nommé aux Oscars. Ce qui est très intéressant quand on étudie votre filmographie, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois que vous faites un film, vous avez envie de vous saisir de la technique, des nouvelles techniques qui apparaissent. Donc quand on regarde votre filmographie, on voit qu'effectivement vous commencez avec des Harry 2, 35, et puis petit à petit, vous avez envie d'utiliser des objectifs Panavision, avec notamment le bal des vampires. Vous avez envie tout d'un coup, je dirais presque comme un enfant qui a envie d'un superbe jouet, d'avoir des Panavision avec Chinatown. Oui, mais tout ça, vous savez, il n'y a rien de spécial dans ça. Quelqu'un qui s'intéresse au football vous dira exactement combien de buts on a fait dans un tel match il y a 20 ans et quelle sera la composition de la prochaine équipe d'un petit bled en France. Quand on s'intéresse à ça, vous savez, ça fait partie de notre plaisir. Mais tous les cinéastes ne sont pas comme vous, donc c'est quand même particulier. Et c'est bien dommage. Oui, voilà, c'est ce que vous dites. Mais par exemple, quand le Dolby apparaît, vous êtes le premier en France à l'utiliser pour Tess. Oui, j'ai utilisé Tess pour Dolby. Là, vous savez, le son, mais vraiment,
gêné en général. Parce que jusqu'au moment de Dolby, c'était assez médiocre. Franchement, je courais toujours dans la cabine pour monter un peu le niveau du son parce que c'était jamais assez. Maintenant, ça nous rend sourds tellement c'est fort, stupidement souvent. Et j'ai voulu, Tess, être en Dolby parce que je trouvais ça formidable à cette époque. Déjà, déjà un film en plusieurs pistes, un son en plusieurs pistes. Et j'ai fait cette expérience. Nous avons tout fait au studio de Boulogne-Billancourt. Et cet équipement qui avait l'installation était vraiment pas capable de servir ce genre de technologies. J'ai fait venir des techniciens de Londres, mais c'était l'enfer, vraiment. Le tournage de Tess était une des plus belles expériences de ma vie. C'était très long, mais j'avais une équipe fantastique, complètement dévouée. Et on tournait, on changeait de lieu pratiquement chaque jour. Tous ceux qui ont travaillé sur le film sont devenus une espèce de membres d'un club. Si on se rencontre maintenant des années plus tard, on est les membres de même, vous savez, de même race. Vous avez fait la guerre ensemble. Oui, on a fait la guerre ensemble. Et tout ça s'est terminé au moment du son. Le son, c'était l'enfer. On travaillait au début, on avait aussi les dates de la sortie. Et grâce à cette Dolby, tout est devenu très compliqué. Et nous travaillons au début 14 heures, 16 heures, 18 heures. Les derniers 2 jours, on n'a pas arrêté, littéralement 24 heures. Mais je comprends la question de Laurent sur votre appétit d'innovation technique, parce que c'est vrai qu'il y a même de grands cinéastes qui n'ont pas cet appétit d'innovation technique. Et par ailleurs, ce qui est étonnant chez vous, c'est que vous aimez faire un film comme Le Locataire en studio, mais en même temps, vous dites qu'un film comme Cul-de-sac, par exemple, que j'aime beaucoup, qui a été tourné entièrement en décor naturel, est un de vos meilleurs films. Pareil, Tess, si vous avez eu autant de problèmes de tournage sur Tess, si le tournage a duré si longtemps, c'était parce que c'était en décor naturel, avec des conditions naturelles. Il fallait faire avec le soleil et la pluie. Et vous aimez les deux. C'est-à-dire que vous aimez les contraintes du décor naturel et en même temps, vous aimez recréer un monde en studio. Ça dépend du sujet, ça dépend de la scène. Parce que même dans Cul-de-sac, il y a une ou deux scènes qui étaient faites au studio, même dans Le Couteau dans l'eau, qui est entièrement sur un yacht de 11 mètres, et en plein air, sur des lacs. Et la scène dans la cabine était faite dans un studio. Ça, c'est le curriculum ordinaire dans chaque film. C'est notre métier. Ça dépend du sujet. Bien sûr, il y a des films qui se prêtent à être tournés entièrement dans les décors naturels ou dans la nature. Mais il y en a ceux où on peut mieux le réaliser dans un studio. Et peut-être que cet amour pour l'innovation est-il né aussi après la vision de Citizen Kane, qui est pour vous, au fond, un film phare. C'est un film qui vous a beaucoup marqué quand vous l'avez vu. Je ne suis pas le seul. Pour ceux qui vraiment connaissent ce métier bien, ce film est un film phare parce que c'est étonnant. Pratiquement tout ce qu'on fait aujourd'hui était inventé dans le cours de tournage de ce film. Et vous dites aimer aussi beaucoup 2001 de Kubrick,
qui est aussi bourré d'innovations techniques et Oui, esthétiques. absolument. Parce que lui était maniaque aussi de toute la technologie, de toute technique. Il était très curieux. Il demandait toujours comment sont faites les choses. Il s'intéressait absolument à tout. Et j'ai tourné le Bal des Vampires dans le même studio où il était en train de faire l'Odyssée d'espace. Donc souvent, je venais sur son plateau pour voir des différents trucs qu'il faisait. Et il m'a toujours fasciné. Il m'a fait découvrir pas mal de choses. Entre autres, les acteurs. Celui qui m'a montré le film avec Jack Nicholson pour la première fois, il m'a dit, viens, je te montre un film, il y a un acteur que je connaissais pas, superbe. C'était quelqu'un de vraiment fascinant, Stanley Kubrick. Il s'intéressait d'ailleurs pas seulement à la machine cinéma, mais à la machine en général. Et ces films étaient beaucoup là-dessus. Ces films étaient aussi sur la machine et son dérèglement. Mais est-ce que, Roman, est-ce que comme Kubrick, vous pouvez attendre très longtemps que vos rêves deviennent réalisables? Parce que ça, j'imagine que dans une carrière de cinéaste, c'est une question qu'on se pose tout le temps. C'est une question d'opportunité, de pragmatisme. Il y a un bon moment pour faire un film, ça peut se faire, et puis à un moment, ça n'arrive plus. Est-ce que vous êtes le genre de cinéaste à vous précipiter, à se dire, allez, je fais le film, même si je sens que toutes les conditions ne sont pas réunies, les conditions financières et techniques, ou est-ce que vous êtes prêt à attendre, comme Kubrick, très longtemps que vos rêves puissent se réaliser? Non, mais vous savez, c'est les deux. C'est les deux. Il faut avoir un peu de cette nature, sinon Colomb n'aurait pas inventé l'Amérique, ou découvert, pardon. Vous avez cité le Bal des Vampires, qui est un film assez sidérant au point de vue des couleurs. Le film est tourné en mai. Le Bal des Vampires, au point de vue des couleurs. C'est Technicolor. C'est Métrocolor, on voit au générique. Qu'est-ce que c'est que le Métrocolor? Vous savez, Métrocolor, c'était la même technologie, mais utilisée par Métro. Ok. Mais alors, Metro Goldwyn Mayer. C'est ça. Vous avez utilisé la couleur pour ce film d'une façon tout à fait particulière. Le film est une explosion de couleurs fabuleuses. Et vous avez dit ensuite que, au fond, le noir et blanc vous dérangeait, que vous préfériez tourner en couleur, que pour vous, c'était quelque chose de... Ça faisait partie vraiment de votre langage. À partir d'une certaine date dans l'histoire du cinéma, le noir et blanc est un truc. Vous voyez, ce n'est pas la vie telle que nous voyons, nous, des gens qui ne sont pas daltoniens, on la voit en couleur. Donc quand on la raconte, il faut la raconter telle qu'on la voit. Bien sûr, faire un film en noir et blanc est intéressant, ça donne un certain style, ça donne une certaine valeur, même parce que ça nous fait forcément penser à une époque. Mais normalement, un film ordinaire, pourquoi ne pas le faire en couleur? Vous voyez, cette question se pose souvent quand on fait un film d'une certaine époque. Quand j'étais prêt à commencer Chinatown, j'avais ce genre de discussion avec Robert Evans, qui était le chef du studio à l'époque. Il voulait que je le fasse un peu, que je le stylise, que je le fasse un peu sépia, comme ça, comme The Godfather. Bien sûr, j'aurais pu faire ce film, pas en cinémascope, mais en format, c'est quoi déjà? Carré? Non, pas carré. Carré, j'ai jamais fait carré. Mais disons rectangulaire. Oui. Non, le format qu'on utilisait à l'époque, en noir et blanc. Mais je pensais que ça aurait été une erreur. Je raconte une histoire, les costumes, le comportement des gens de cette époque, peut-être même la musique, oui.
mais pas ce que je montre. Je le montre par les yeux de quelqu'un d'aujourd'hui, d'un metteur en scène de nos jours. Et c'est pour cela que je l'ai fait en cinémascope ou un autre scope, je ne me souviens pas, et en Technicolor. Mais est-ce que vous n'aviez pas envie aussi de retrouver votre émerveillement de 1945 à Cracovie quand vous avez découvert Robin des Bois en Technicolor? Non, franchement, je n'ai pas pensé à ça quand je faisais Chinatown. Non, non, je parlais plutôt du bal des vampires. Oui, oui. Où les Le couleurs bal des sont vampires. ouais. Non, vraiment, je pense que notre pensée, je dis notre parce que Gérard Brache, quand même, participait grandement dans tout ça. Notre regard était différent. On était vraiment original. Je pensais plutôt à certains films britanniques d'horreur, le film de la... Hammer Production. C'était plutôt un peu une satire sur ce genre de cinéma, mais en même temps, je voulais avoir cette image un peu enfantine d'un conte de fait, un peu même un cartoon. D'ailleurs, les personnages sont très cartoon. Il y a peu de dialogue dans le film. Il bouge d'une telle manière. Dites-moi, il y a peut-être des gens qui voudraient poser des questions ici. Hein? Mais on va leur faire passer un micro. Hein? Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on passe un micro à la salle, c'est vrai que la discussion sur Chinatown est intéressante parce qu'après, à Hollywood, peut-être à cause du succès du film, il y a eu toute une mode, une vague rétro. Et quand on voit Chinatown, on voit bien que c'est pas ça que vous avez voulu. Vous avez voulu retrouver presque les couleurs de l'époque. C'est ça, oui, absolument. Un peu Raymond Chandler. C'est ça, j'adorais cet écrivain. Et je voulais faire un film dans le style de cette littérature. Mais il y a, bien sûr, si un film a du succès, il y a tout de suite des autres qui essayent de faire quelque chose dans le même style. Il y avait même, vous savez, quand j'ai fait Rosemary's Baby, à cette époque, à Hollywood, à Los Angeles, il n'y avait pas de porno, bien sûr. Mais il y avait des films assez osés comme ça, de très mauvaise qualité, qu'on appelait des Beaver Pictures. Beaver, c'est le Castor. Castor, donc sur la traduction directe, ça serait le film de Castor. Le film de Castor. Et c'était toujours... Le mot beaver était souvent utilisé dans les titres de ces films. Et quand le Rosemary's Baby est sorti avec un grand succès, il y avait un mois plus tard, il y avait déjà un film qui s'appelait Rosemary's Beaver. Madame. C'est un grand honneur de vous voir, maître. J'étais très impressionnée par votre interprétation dans ce film et je voulais savoir si vous avez joué dans d'autres films parce que vous êtes extraordinaire. Ben merci, je fais dans Rosemary's Baby. Pardon, qu'est-ce que je dis je voulais dire dans Chinatown. le bal des vampires dont on parlait, dans le bal des vampires dont on parlait tout à l'heure. Et un méchant dans Chinatown. Un petit rôle dans Chinatown. Sinon, je jouais dans certains films. J'ai joué avec un film de Giuseppe Tornatore avec Gérard Depardieu. Vous avez peut-être vu. Non, vous l'avez loupé. Bon. De temps en temps, je fais ça, mais il n'y a pas assez de temps pour moi. Préparer, penser à un film, le réaliser me prend beaucoup de temps. Je suis un peu artisan, vous voyez. C'est des films faits à la main, quoi. Et ça me prend beaucoup de temps. Il n'y a pas vraiment assez de temps pour exploiter mon talent d'acteur.
Mais pour répondre à la question de madame, vous avez joué au théâtre aussi. Ah oui, au théâtre aussi, oui. Amadeus, La Métamorphose. Oui. Autre question? Pour répondre, pour ajouter à madame, j'ai aussi dans un sens démarré au théâtre. À 14 ans, je jouais le rôle principal dans une pièce en Pologne, une pièce russe ou soviétique, où il avait besoin d'un gosse de mon âge pour ce rôle. La pièce s'appelle Le fils du régiment. Et c'est l'histoire d'une mascotte d'un régiment soviétique pendant la guerre contre les Allemands. Bonsoir, un grand honneur de vous voir ici. En voyant ce film, Locataire, c'est la première fois que je le vois entièrement. Je n'ai pas pu m'empêcher à plusieurs reprises de penser à Répulsion. Est-ce que pour vous, ces deux films qui sont complètement différents, la notion d'enfermement, de pathologie qu'on voit grandissante tout au long du film, voilà, est-ce que pour vous, ça n'a rien à voir et c'est un hasard? Ça n'a plutôt rien à voir. Déjà, il y a pas mal de temps entre ces deux films. Je ne me souviens pas, ça devrait être quelques 15 ans ou plus. Quand on est jeune, 15 ans, c'est beaucoup. Il doit y avoir 12 ans entre les deux films. Je pense, oui. Et puis, je n'ai pas du tout pensé à ça. Il n'y a pas d'humour dans Répulsion, ou très peu. Ici, on était persuadés avec Gérard Brage et les autres collaborateurs que nous étions en train de faire une comédie. Vous voyez? Et ce n'est pas exactement comme ça que le reçoivent les spectateurs d'aujourd'hui. Donc, je ne vois peut-être qu'en tournant le film, j'ai pensé à une scène concrète ou autre qui a quelque chose d'analogue ou analogique. Mais là, franchement, je ne pourrais pas le repêcher. Mais en même temps, la question de madame est intéressante, Romane, parce que c'est vrai que Répulsion est un film très aimé des cinéphiles, et que vous, quand vous en parlez, ce n'est pas que vous n'aimez pas le film, mais vous vous souvenez de votre frustration. C'est-à-dire que vous avez l'air de considérer que justement, vous n'avez pas eu les moyens techniques et financiers. Exactement, c'est exactement ça. C'est pas le film tel que je l'imaginais. Il y avait pas mal de trucs que je ne pouvais pas tout simplement faire comme je l'aurais bien aimé. Et ça serait un meilleur film. S'il pleut, bon, tant mieux. Mais moi, vraiment, je pense que c'est un film qui n'a pas pu être fait comme j'aurais voulu le faire. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici ce soir. J'aimerais vous demander comment vous imaginez la technique de demain pour le cinéma. C'est une question très difficile. Vous savez, on se pose la question dans quel sens ça va aller. Et bon, certainement, on va vers un réalisme de plus en plus aigu. Certainement, la technologie s'améliore, donc l'image est de plus en plus nette, plus en plus aiguë. Le son de mieux en mieux, mais à un moment, on arrive à un truc où on n'a plus besoin davantage. Ce qu'il manque beaucoup au cinéma d'aujourd'hui, je pense, c'est l'inspiration. On essaye justement de se servir de cet énorme progrès dans la technologie de cinéma pour l'exploiter, la technologie même, de la manière un peu qu'on voyait dans des cirques. Vous voyez, regardez combien je peux sauter. Vous voyez, je pense que certainement
dans l'avenir, l'écran va s'élargir pour nous envelopper. Mais il est plus facile de voir l'évolution d'art en rétrospective plutôt qu'en dans l'exercice que vous me forcez à faire. Une chose est certaine, que si le cinéma existe et s'il va continuer à exister, c'est que c'est une expérience d'un groupe de gens et non pas d'une seule personne, vous voyez. Il y a ça dans la nature humaine, et si vous regardez justement en perspective, c'est le théâtre grec, c'est le cirque romain, c'est même les concerts de rock'n'roll d'aujourd'hui, c'est le match de football. On voit beaucoup mieux les détails d'un match de football à la télévision. Et pourtant, les gens se tuent pour être là, pour être dans cette foule et pour vivre ça ensemble. Et le cinéma, c'est un peu ça. Et vraiment un bon film avec une salle bien bondée, ce n'est pas la même chose que regarder ça, même dans des très bonnes conditions chez soi. Monsieur Polanski, bonsoir. Je suis là, en fait. Je suis là. Je voulais savoir si vous avez toujours cadré tous vos films. Plus fort, pardon. Est-ce que vous avez toujours cadré tous vos films? Cadré? Oui. Oui, je pense que ça fait partie de mon métier. C'est mon job. C'est-à-dire, je fais répéter les acteurs, je les observe, et je forme la scène, et après je me pose la question comment je veux la filmer. Je ne le fais pas dans l'autre sens. Il y a des très bons metteurs en scène qui le font complètement à l'envers, qui ont déjà dans la tête la scène, et ensuite ils font les acteurs accepter leur situation, celle qu'ils ont imaginée. Mais moi, je ne fais pas comme ça. Donc, quand je fais déjà cette répétition, cette organisation de l'espace, je cadre et je sais que je vais voir ça à une telle distance, avec un tel objectif. Et pour ça, je me sers de mon viseur pour voir avec quel objectif j'ai envie de filmer la scène. Mais ce qui est très important, pour moi en tout cas, c'est la distance de la caméra et de l'objet que je filme. Vous voyez, si je suis en train de raconter une scène intime, je serai plutôt près de mes personnages. Vous voyez, et c'est d'abord, j'établis cette distance, et après, le format de mon cadre. Et ça veut dire, Roman, que après avoir fait évoluer les acteurs dans l'espace, le découpage, votre découpage proprement dit, n'intervient qu'après. C'est ça. Non, c'est ça, exactement. Mais ça veut dire que, par exemple, pour vous, faire un storyboard est une chose qui n'est absolument pas nécessaire ni souhaitable. Je fais le storyboard quand je dois partager avec l'équipe le concept d'une scène. Si, par exemple, je faisais sauter les ponts de la rivière Kwai, je ferais faire un storyboard pour que tout le monde comprenne ce qu'on va faire et que tout le monde puisse participer à la création de cette scène comme il faut, et qu'on n'oublie pas le film dans la caméra. Est-ce que le numérique a changé vos méthodes de travail? Pardon? Est-ce que la caméra numérique a changé vos méthodes de travail?
Ben, je ne sais pas, il y a certains avantages que vous donne la caméra numérique. Un des plus importants pour moi, personnellement, c'est qu'on n'a pas besoin de recharger chaque 10 minutes. Bonsoir, Monsieur Polanski. Une question en fait m'est venue suite à un mot du commissaire de l'exposition. Il a parlé du film Robin des Bois, Les Aventures de Robin des Bois de Michael Curtis, qui aurait été un choc de visionnage visiblement pour vous. Et donc j'aurais juste aimé si vous pouviez revenir là-dessus, parce que en repensant comme ça au cinéma de Curtis et notamment à Robin des Bois, il y a des choses qui me reviennent, des mouvements de caméra très sophistiqués, très élaborés, des jeux évidents sur la couleur avec les lumières qui me font penser un peu à vous du coup. Donc. Non, mais ça c'est tout simplement parce que j'ai vécu la guerre, d'abord dans le ghetto, après dans la campagne avec des paysans dans un village de Moyen-Âge, littéralement. Et puis il y avait la libération, et puis il y avait l'armée rouge qui est venue nous libérer et qui a apporté des films soviétiques en noir et blanc qui ont succédé ce que j'ai vu avant, qui étaient les films allemands épouvantables, pas les films de propagande, mais des films complètement débiles. Je voyais ça comme enfant. Et tout d'un coup, je découvrais un cinéma complètement différent. Un cinéma qui convient parfaitement à un gosse de 12 ans. C'était en couleur, c'était romantique. Il y avait un très beau gars qui jouait, qui était le héros, qui s'appelait Errol Flynn. Et donc j'ai vu ces films au moins 20 ans avec mes copains. C'est pas étonnant que ça a eu peut-être même dans mon subconscient une influence sur ce que je fais plus tard. Monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais un peu revenir en fait sur le thème de l'exposition. Vous nous avez parlé au début du tournage et du plaisir que vous avez eu sur des tournages à faire des trucages tout simples avec des miroirs, etc. Je voulais savoir comment vous avez abordé les nouveaux systèmes de trucage. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir de trucage? Des trucages. Parce qu'au départ, vous nous parlez de trucage analogique. Et vous avez visiblement eu beaucoup de plaisir à les faire. Oui, je comprends parfaitement, mais vous savez, tous ces trucs, tous les trucages, toutes les idées qu'on a, c'est un peu enfantin, c'est notre train électrique. Vous voyez, c'est sans doute le gosse qui est en nous jusqu'à la mort. Et bien sûr, quand quelque chose comme les trucages électroniques numériques arrive, on l'exploite, on trouve que c'est un outil formidable. Aujourd'hui, on peut vraiment montrer tout ce qu'on imagine. Avant, on était quand même limité, ces limites reculées, mais pas assez vite. Il fallait mettre un miroir pour doubler la surface. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de foutus miroirs parce qu'on peut la doubler. Un des trucs les plus faciles dans le trucage numérique, ça serait de prendre ça et de le mettre en dessous. Donc, moi, je pense que c'est phénoménal. J'adore ça. Bien sûr, ça dépend comment on l'utilise, mais c'est vrai avec n'importe quelle invention, avec un pistolet par exemple. Alors justement, on a aussi envie de vous poser la question, vous avez répondu à Laurent sur le tournage lui-même en numérique, vous dites il n'y a plus à recharger la caméra et tant mieux, j'ai plus à me soucier des magasins de pellicules, mais quand on voit l'exposition qu'il a faite, c'est vraiment un siècle de cinéma argentique. Est-ce que par exemple pour le montage, ça a changé quelque chose pour vous? Pour le montage, c'est phénoménal, mais ça changeait même avant de la venue de faits. Dès qu'on a pu utiliser un montage électronique, tout a changé. Parce que tout a changé en mieux? Tout a changé en mieux, bien sûr. En mieux. Il y avait, tout au départ, je me demandais si le temps que j'attendais pour qu'un monteur colle des bouts de film ou cherche une scène sur les étagères
regardant dans les livres, cherchant le numéro, si ce temps de patience n'était pas quand même assez effectif, parce que ça donnait des idées. Vous savez, quand vous êtes forcé à une certaine immobilité, comme dans la salle d'attente d'un dentiste ou sur un téléphérique, pas mal de bonnes idées viennent. On dirait que quand on est forcé à rien faire, la tête compense ces temps inutiles. Et je me posais la question si en effet, j'ai pas perdu quelque chose avec cette facilité qui nous donne le montage électronique où on appuie un bouton et on voit la scène qu'on a envie de revoir. Tandis qu'avant, comme je vous ai dit, il fallait attendre, il fallait voir dans quelle bobine ça se trouve, il fallait sortir la bobine, il fallait l'ouvrir. S'il n'était pas rebobiné, il fallait rebobiner, la mettre sur la table de montage, mettre les trous dans les... Comment on les appelle? Les perfos. Oui. Et puis, voilà, on pourrait avancer, reculer. Non, ce n'était pas cette scène que je cherchais. Vous voyez, on perdait énormément de temps. Mais ce temps, maintenant, ce temps perdu n'existe pas du tout. Et en plus, on fait la version d'un montage d'une scène et on décide de changer, mais c'est pas perdu ce qu'on a fait avant. Vous voyez, on peut revoir et comparer avec la nouvelle conception et voir si en effet on progresse ou non. Donc, moi, je pense tout ça phénoménal. Et vous ça nous pensez, facilite. est-ce que vous pensez que ça a parfois changé le rythme des films lui-même? Peut-être pas certains films européens d'auteurs, mais par exemple, quand on voit ce qu'on appelle les blockbusters hollywoodiens, il me semble que peut-être on voit la trace du montage numérique, c'est-à-dire que les plans sont de plus en plus courts, que le rythme du film est de plus en plus rapide. Vous pensez que ça a influencé? Moi, je pense que ça a beaucoup à voir aussi avec l'évolution du spectateur. Parce que la grammaire de film a complètement évolué et changé depuis les temps de Méliès, disons, où il fallait que si quelqu'un sortait et entrait dans une autre pièce, il fallait le voir dans la porte, ouvrir la porte, ensuite entrer de l'autre côté de la porte. Maintenant, vous n'avez plus besoin de ça. On accepte qu'il se lève, vous le voyez dans une autre pièce. Et comme ça progresse. Le spectateur lit plus vite, vous voyez, et il est moins analphabète. Il est toujours, mais bon. Par exemple, quand vous voyez la série des Jason Bourne, par exemple, vous suivez très facilement. Non, je ne suis pas facilement. Vous me rassurez un peu, là. Non, je ne suis pas facilement du tout. Mais ces films sont plutôt pour les publics jeunes. Et les jeunes, déjà, ils suivent plus facilement. Ensuite, ils n'ont pas besoin de suivre. Ils vont voir des flashs comme ça. Regardez, moi, j'ai remarqué ça déjà quand j'ai vu la première guerre des étoiles. Et j'ai vu qu'il y avait des scènes comme ça qui étaient espacées d'environ le même temps qui prend le film à la télévision entre deux pubs en Amérique. Parce qu'en Amérique, si vous le savez, c'est pas comme chez nous. La pub, ça arrive chaque, je sais pas, 5 minutes. Il est difficile vraiment de suivre les films. Donc déjà, leur tête est différente, leur perception est différente. Et vous voyez ce film, et c'est en effet comme ça. Il y a des effets très intéressants, une scène extrêmement excitante, et bang, ça s'arrête. Il y a une explication, il y a une scène de dialogue absolument à chier debout qui vous explique qu'est-ce qui s'est passé dans les scènes et qu'est-ce qu'il va se passer dans la scène, qu'est-ce qu'on peut espérer dans la scène suivante. Vous voyez ? Donc, la perception aujourd'hui est entièrement différente. C'est vrai
que de l'autre côté aussi, on change. Les montages aujourd'hui vous permettent de couper comme on veut, de recoller, d'essayer de passer d'une scène à l'autre sans difficulté, parce que le spectateur acceptera la coupe. Vous savez, quand on lit le scénario américain maintenant, et maintenant les Français ont aussi repris ça bêtement, de temps en temps, vous voyez, smash cut. Vous savez, smash, ça veut dire comme ça. On coupe. Comment on pourrait traduire ça? Smash cut. Où il y a une scène comme ça, et là, bon, ça se termine, smash cut. Smash cut to the other scene. Smash cut. Quelle est la différence entre un cut, une coupure, et un smash cut? Aucune. Aucune. C'est vraiment dans leur imagination. Ils pensent vraiment, ne connaissant pas assez le travail de montage, ils ne réalisent pas que une telle chose n'existe pas. Les smash cuts, il y a un cut, c'est-à-dire vous coupez comme ça, vous les collez avec un autre bout. Et vous pouvez couper au milieu d'une scène et couper de l'autre côté au milieu d'une scène et joindre ces deux bouts. Peut-être ça va être un smash cut. Mais il n'y a rien de différent dans la technologie de la coupe elle-même. Et justement, avant de repasser la parole à la salle et avant de laisser Laurent peut-être conclure sur l'âge numérique du cinéma aujourd'hui, ce que vous me dites sur le montage me fait penser à votre regard sur la nouvelle vague française. Parce que vous devez vous souvenir de cette émission de Bernard Pivot, Apostrophe, où vous étiez invité avec François Truffaut, et vous lui aviez dit quelque chose comme « Écoute François, moi quand j'ai découvert vos films, de toi et de tes amis de la nouvelle vague, j'ai été quand même frappé par votre médiocrité technique. » Alors, il était un peu embarrassé, il vous avait répondu gentiment que lui, il aimait bien vos premiers films polonais et que donc il s'étonnait un peu de votre sévérité. Mais ma question, c'est ça qui vous frappait d'abord, que vous trouviez que leurs films, leurs premiers films, étaient plutôt mal fabriqués? Mais ils étaient mal fabriqués, c'était comme fait par les amateurs, quoi. Vous savez, ça pouvait pas m'enchanter, quoi. Même si l'histoire était parfois intéressante, mais c'était si rare dans les films de cette époque. Et en même temps, par exemple, les innovations de montage, en fait, j'y pensais à cause de notre discussion sur le montage, les innovations de montage de quelqu'un comme Godard devaient vous intéresser, j'imagine. Oui, absolument, oui. Et À bout de souffle, c'était un film qu'on a beaucoup aimé à l'école des cinémas, et on le regardait beaucoup, et je l'aime toujours, ce film. Mais pas tous les films de la nouvelle vague. Il y en a certains que vous serez incapable de regarder jusqu'à la fin. Excusez-moi, je pense que sur cette bonne parole... je laisse Laurent vous poser une dernière question et on vous laisse, Roman. J'avais quand même 300 questions à vous poser, mais bon. Vous avez dit tout à l'heure que le cinéma serait sans doute dans le futur beaucoup plus immersif. Est-ce qu'un jour on verra un film de Roman Polanski en 3D ou en odorama? Odorama, on rit quand on parle d'odorama, mais ça aurait pu être fantastique. On ne peut pas, bien sûr, faire un film odorant. Il faudrait trouver une autre méthode pour agir sur nos sens d'odorat. Électronique, disons, ou autre, vous voyez, où ça pourrait être vraiment synchrone, et disparaître, venir quand on veut. Si on avait cette élasticité qu'on a avec le son, par exemple, ça serait intéressant, ça. Mais pour le moment, on n'a rien d'inventé de tel, et on nous pompe tout d'un coup une puanteur parce qu'on est rentré dans une cave. Vous savez, ça n'a aucun sens. Bien sûr, c'est plutôt risible. Et la 3D? La 3D, ça vous intéresse? La 3D, j'ai fait des essais de 3D il y a très longtemps, au début des années 70 en fait. C'est là où, c'est après Macbeth. Je l'ai fait en France d'ailleurs parce que j'avais très envie de faire un film en 3D. Je voulais faire un film érotique en 3D. Pas porno, mais érotique.
Et finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Parce qu'il y a certaines choses qui me gênent énormément. Ce qui me gêne dans 3D, c'est le cadre. Vous voyez, quand on regarde un film, le cadre n'est pas gênant. Parce qu'un film, c'est en fait une photo mouvante, comment on dit, mobile, non, une photo animée. Les films, c'est des photos, c'est 24 par seconde, mais c'est des photos. Vous vous mettez là, un peu à côté, vous voyez l'écran en perspective, seulement au centre, et il est comme ça, symétrique, et c'est facile d'accepter parce que on appelait ça moving picture. Comment ça se dit en français, l'image mouvante, animée. Animée. Et c'est ça. Mais quand vous voyez ça en 3D, il y a des objets qui viennent vers vous, et tout d'un coup, c'est coupé par ce cadre autour. C'est tout à fait inacceptable pour moi. Moi, ça me gêne énormément. Et il y a l'autre problème que je ne sais pas, on le soulève jamais, que c'est très fatigant. Ça fait beaucoup de gens, ça fait mal à la tête. Ça fatigue terriblement les yeux. Et il m'étonne qu'ils n'ont pas compris pourquoi, parce que c'est facile à comprendre. Là, dans la vie, vous faites le point et c'est-à-dire vous accommodez et vous convergez à la même distance. Si vous regardez le doigt, mon doigt ici, je converge. Vous voyez mes yeux, c'est pas ça, c'est ça. Vous convergez et vous accommodez, vous faites le point sur ce plan-là. Mais pas dans le 3D, vous êtes toujours forcé à accommoder sur l'écran, sinon ça va être flou. Même si l'objet est ici devant vous. Donc ça fait une gymnastique à laquelle nous ne sommes pas du tout habitués, parce que les yeux ne sont pas faits pour ça. Les yeux, ce sont quand je regarde ce monsieur là-bas, je converge sur lui et je fais le point sur lui. Et c'est ça qui donne cette fatigue terrible. Et alors j'ai décidé contre, mais je ne sais pas si on arrive à voir vraiment l'écran qui nous enveloppe en 3D, si on arrive à trouver un moyen de ne pas avoir cette fatigue oculaire, ou comment on pourrait l'appeler. Là, oui, j'aimerais bien faire ça. Et puis, il faudrait avoir une bonne histoire. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, Roman Polanski, d'autant plus que vous êtes un cinéaste en préparation. Vous commencez le tournage de votre prochain film le 15 novembre. C'est dans très bientôt. Et donc, merci infiniment de nous avoir accordé cette heure ce soir.